Bonsoir à tous, nous sommes au sein de notre nouvelle émission « Que les choses soient dites ». Le thème de ce soir, l'assurance des catastrophes naturelles, pigeons ou pas. Alors, bienvenue au sein de cette nouvelle émission qui est la vôtre. Alors, émission bimensuelle. Une émission qui, pour l'instant, se tiendra tous les 15 jours, donc 2 fois dans le mois. Ça sera le jeudi à 20h30 avec des invités. Alors, vous avez été nombreux à réclamer une émission, on va dire, je ne dirais pas sans langue de bois, parce que c'est vrai qu'on a déjà vulgarisé cela sans langue de bois, mais je dirais où les choses seront dites. Et nous avons voulu mettre en plateau des invités qui se prêtent à cela, à dire les choses aux Guadeloupéens, quel que soit le sujet. Il n'y aura pas de tabou. Nous voulons vraiment que vous sortiez de cette émission grandie et surtout avec un peu plus de renseignements sur les sujets concernés. Alors ce soir, plusieurs invités en plateau puisque nous parlerons de l'assurance des catastrophes naturelles, pigeons ou pas. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu après Irma, mais aussi après Maria, 2 ouragans qui ont fait beaucoup de mal aux îles, notamment à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais aussi Maria en Guadeloupe, aux Saintes et ailleurs. Donc nous en parlerons puisque vous êtes nombreux à vous dire, mais dans tout cela, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu des arbres, j'ai perdu des choses qui m'étaient chères, mais qu'est-ce qu'on fait pour moi? Que fait l'État? Que font les assurances et les banques dans tout cela? Comment est-ce qu'elles se positionnent? Est-ce qu'elles continuent à nous dire oui, mais il faut payer vos échéances, même si vous avez tout perdu, ben écoutez, payez vos échéances. Alors, est-ce qu'il y a de la souplesse derrière tout cela? Et qui peut avoir droit à ce fonds de secours dont on parle de plus en plus? Alors, nous avons au plateau un parlementaire, c'était utile, puisque si on parle de l'État et si on parle aussi de nos députés en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait nos députés, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire et que dit le gouvernement? Donc en la personne d'Olivier Servat, nouveau député de la Guadeloupe, mais aussi Olivier Servat, rappelez-vous, qui fait partie de la majorité régionale, Olivier Servat, qui est un député En Marche. LR En Marche, avec lui, ça sera vraiment avec une ouverture qu'on verra ce que l'État peut faire, ce que l'État ne peut pas faire aussi, et en tant que député, ce qui a été dit ou fait. À ses côtés, nous avons, si nous pouvons avoir nos invités à l'écran, voilà, à ses côtés, nous avons Alex Falémé. Alex Falémé, qui est le président de la Caisse d'épargne. Alex Falémé, qui a été aussi le maire de Terre-de-Bas, puisqu'on a vu que ça a été aussi une île qui a été durement touchée. Donc, il aura aussi à cœur de participer à cette émission dans le sens de cette catastrophe qui a touché Terre-de-Bas. Mais il nous dira, mais les banques, dans tout ça, notamment celles qui représentent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous qui êtes dans cette banque, vous avez plus de souplesse et de manière globale, qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté du plateau, nous avons un agriculteur, Alex Bandou, puisque les agriculteurs aussi ont été durement touchés et sont surtout inquiets de savoir mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils seront aidés, est-ce qu'ils seront indemnisés, est-ce qu'il y a une assurance pour ça? Et avec lui, nous ferons un état des lieux, mais surtout nous verrons quelles sont leurs préoccupations, la préoccupation des agriculteurs. Monsieur Guillaume Saltel, qui est en plateau et qui représente la France Insoumise. La France Insoumise qui s'est positionnée en disant oui, mais écoutez, on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas suffisamment cadré, etc. Mais il nous donnera le fond de sa pensée concernant l'annonce des catastrophes naturelles. Et puis quand on dit l'assurance des catastrophes naturelles, pigeons ou pas, on s'oriente vraiment vers 2 invités. Mais on va essayer quand même d'ouvrir cette émission. 2 invités, Thierry Panol, qui est courtier en
assurance et qui aura à cœur de nous expliquer comment ça se passe et pourquoi est-ce que quelquefois les gens ont l'impression que les assurances ne jouent pas leur jeu et surtout que les assurances sont là pour prendre de l'argent mais surtout pas pour indemniser. Et puis les banques aussi, hein, puisqu'il y a ce volet assurance depuis quelque temps au niveau des banques, mais les banques dans tout cela, puisqu'on voit des assurances habitation au niveau des banques, les banques, comment est-ce qu'elles se comportent à travers tout cela. Messieurs, bonsoir et merci d'être là. Merci Olivier Servat, puisque je sais que vous descendez de l'avion et vous avez accepté d'être avec nous, donc merci pour cet effort. Voilà, je vais débuter tout d'abord, messieurs, avec cette loi de catastrophe naturelle pour planter le décor. Que dit-elle? Et ça sera avec vous, Thierry Panol. La loi sur les catastrophes naturelles est une loi qui a pris qu'on appelle CatNat. Qu'on appelle CatNat, en abrégé, et qui a pris naissance en 1982, qui a concerné dans un premier temps le territoire hexagonal et par bonheur, après le cyclone Hugo de 89 qui a touché la Guadeloupe, l'ancien député maire des Abîmes, M. Frédéric Jalton, a eu avec Dominique Larifla à faire donc les démarches nécessaires qu'il convenait de faire donc à l'époque, de telle manière que cette loi soit étendue à l'outre-mer. Et ça datait de 82? Alors, loi qui a démarré en 82 et qui en 1990 a été étendue à tout l'outre-mer français. Donc, le département d'outre-mer, les régions d'outre-mer, sauf notamment les territoires d'outre-mer. Donc, ce sont ces deux Guadeloupéens qui, à l'époque, ont fait ce qu'il fallait dans le cadre de leur législature, de telle manière que cette loi dite des catastrophes naturelles sache aussi profiter donc à l'outre-mer, et en particulier avec les intempéries qui se manifestent assez violemment à l'occasion à la Guadeloupe. Donc, cette loi vient prendre en charge, vient garantir tout ce que les assureurs ne peuvent plus au niveau des îles pouvoir garantir. Donc les risques qu'on dit non assurables sont du ressort depuis donc 82 et 90 au niveau notamment de l'outre-mer, sont du ressort de la loi sur les catastrophes naturelles. Alors plus clairement, les assurés ont l'habitude de connaître la garantie tempête ou grand cyclone, qui est une garantie qui est payée contractuellement par chacun, c'est-à-dire que dans les multi-risques habitation, dans les multi-risques professionnels ou commerce qu'on connaît, quand on vient à s'assurer pour le risque incendie, on a systématiquement dans le corps principal des garanties, cette garantie tempête, ouragan, cyclone. Donc, mais est-ce obligatoire? Elle est obligatoire, c'est-à-dire obligatoire dans le sens où le législateur a voulu étendre de manière obligatoire le risque incendie à la garantie tempête ou un cyclone, et toute personne qui dispose d'une garantie dite de dommages, à la différence des risques couvrant la responsabilité civile. Donc à partir du moment où on dispose d'une garantie dite de dommages, la garantie des catastrophes naturelles qui est payée par chaque assuré est comprise dans le contrat d'assurance. Alors, d'un côté, et pour revenir à ce qui nous a touchés ces jours derniers, d'un côté, il y a la garantie tempête ou en cyclone. Je précise que c'est une garantie qui n'entre en fonction qu'à la condition que ce soit le vent d'abord qui endommage les biens, et certains biens, pas tous, donc le vent qui endommage les biens. Et si par exemple, comme ça a été le cas ces jours derniers, il y a des inondations, des coulées de boue, des vagues qui ont déferlé et qui ont abîmé certains biens, c'est du ressort non pas de la garantie tempête ou grand cyclone, mais de la garantie catastrophe naturelle. Alors, cette garantie des CatNat, elle entre en vigueur à la condition que l'État, excusez-moi, l'État notamment qui est
perçoit cette cotisation qui est comprise dans les contrats d'assurance. Il faut savoir qu'il y a une cotisation spécifique qui alimente un fonds d'État, et c'est l'État qui, à l'occasion de certains phénomènes qui peuvent, comme c'est le cas c'est le dernier, s'abattre sur un territoire de manière intense et anormale, quand l'ampleur des dommages se montre particulière, l'État peut décider, prendre la décision d'ouvrir cette tirelire des CatNat pour pouvoir demander donc aux assureurs, pour le compte de l'État, d'indemniser, excusez-moi, les assurés. Donc il faut être assuré pour ça? Alors il faut être assuré, donc il faut évidemment disposer d'un contrat d'assurance, en sachant que le régime des catastrophes naturelles ne profite qu'aux biens à usage terrestre, auto, moto, habitation et des entreprises. Bien, je le précise. À détailler tout cela tout à voilà, l'heure. de telle manière que les gens puissent comprendre, techniquement parlant, que par exemple les bateaux ne relèvent pas du régime des catastrophes naturelles. Les risques agricoles, les plantations ne relèvent pas du même régime. Donc tous les biens à usage terrestre peuvent être pris en charge par le régime des CatNat, à la condition que les personnes aient souscrit au moins un contrat d'assurance dans lequel il y a une garantie incendie. Alors, on ira un peu plus loin dans tout cela parce que on va se dire oui, d'accord, l'État rentre en jeu, l'État va aider, et on va arriver au fonds de secours tout à l'heure, d'accord, puisque quand on se dit il faut que l'État puisse déclarer la zone, l'endroit en catastrophe naturelle pour bénéficier de cette assurance qu'on paye de toute façon. Tout à fait. Alors, comment cela en fait, je vais me rapprocher. Alors, nous arrivons tout à l'heure, puisque nos téléspectateurs pourront nous appeler aussi. Nous reviendrons tout à l'heure avec vous, Thierry Panol, et n'oublions pas que le nom de l'émission, c'est Que les choses soient dites. Donc, avec vous, nous dirons vraiment les choses, et vous pourrez interréagir les uns les autres. Olivier Servat. Alors, nous avons poser le tableau avec cette loi de catastrophe naturelle. Maintenant, je viens vers vous parce que vous êtes député. Vous avez dit à cette population, je serai là pour vous représenter, je serai votre voix à l'Assemblée nationale. Je n'y vais pas pour faire de la figuration, mais j'y vais pour agir et pour dire. Alors, quand vous avez vu le passage de Maria, et je dirais même Irma, hein, puisqu'on est député de la nation, Irma avant Maria, quelle a été tout d'abord vos premières interrogations sur ce qui s'est passé en tant que député? Plusieurs. La première, c'est comment faire face en termes de solidarité au désastre qui a touché Saint-Martin, Saint-Barthélemy et plus généralement le sud de la Guadeloupe et puis aussi nos amis caribéens. Donc la solidarité, comment l'organiser? Il y a eu énormément de volonté solidaire, mais qui parfois ne trouvaient pas écho pour récupérer la marchandise, l'acheminer au port, la faire livrer à Saint-Martin et s'assurer qu'elle allait entre de bonnes mains. Et donc il a fallu coproduire, coordonner cela entre la préfecture, les collectivités majeures, les mairies et puis aussi les associations qui voulaient travailler. Ça, c'est la première réaction de solidarité. Deuxième réaction, comment traiter l'urgence? Il y a eu des personnes décédées, il y a eu des personnes qui sont sans toit. Comment faire pour les acheminer? Faut-il les laisser à Saint-Martin ou pas? Ça, c'était une vraie question aussi. Et puis, troisième question qui se pose et qui concerne beaucoup plus le législateur que je suis, c'est-à-dire comment reconstruire? Faut-il adapter les normes d'urbanisme? Faut-il reconstruire à l'identique? Donc il y a de vraies questions là qui se posent. Donc voilà un petit peu les trois réactions que nous avons eues juste après ces cataclysmes. D'accord. Donc Irma pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Maria pour nous. Alors c'est vrai que pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, entre guillemets, le cas était réglé, puisqu'on a dit, bon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, tout de suite, catastrophe naturelle, donc tout était mis à plat. Concernant Maria et le passage sur la Guadeloupe, alors on a
découper les choses. Il y a des zones qui sont passées en catastrophe naturelle, d'autres pas. Alors, c'est vrai que les élus guadeloupéens n'étaient pas très contents de la décision du gouvernement parce qu'ils pensaient que non, il ne fallait pas faire comme ça, il fallait déclarer la Guadeloupe en catastrophe naturelle, puisqu'un peu partout on a perdu les agriculteurs des plantations, les maisons, il y a eu des inondations, etc. etc. Alors, ça n'a pas créé chez les élus, on va dire, une satisfaction. Alors, vous, Olivier Servat, et les autres députés, vous êtes 4 de la Guadeloupe, lorsque vous avez appris ce qui s'était passé au niveau du gouvernement, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait? Alors, c'est vrai que vous avez dit, je suis député de La République En Marche, mais je suis aussi président de la délégation aux Outre-mer des députés, c'est-à-dire de l'ensemble des 27 députés ultramarins. Oui. En l'occurrence, donc j'aurais toujours tendance à défendre les intérêts ultramarins et singulièrement guadeloupéens. Quand j'ai appris ça dimanche matin, j'ai appelé la ministre des Outre-mer. Et je lui ai dit ce que j'ai écrit avec les autres députés, que c'est une triple maladresse, cet arrêté, dans la forme, dans le fond et dans le timing. Dans la forme, les élus locaux, y compris les parlementaires, n'ont pas été informés, associés à cette décision-là. Et dans le fond, effectivement, cela partait de bons sentiments. Il faut quand même le reconnaître. En général, les arrêtés de catastrophe naturelle prennent plusieurs semaines. Parce que le bon sens de la procédure, c'est que l'ensemble des mairies recensent les dégâts occasionnés sur leur territoire, monte un dossier à la préfecture transmet au ministère qui étudie et qui déclare cet arrêté de catastrophe naturelle. Donc, l'État a voulu aller vite pour sûrement donner un signal positif. En l'occurrence, il s'est un peu précipité puisque il n'a pas reconnu certaines zones qui sont touchées. Le Sud-Basse-Terre est touché, Marie-Galante est touché, notamment les cultures, même si ça ne concerne pas l'arrêté de catastrophe naturelle, sauf peut-être pour les hangars, on pourra en parler tout à l'heure, qui sont assurés, eux. Et donc, l'État a compris. La ministre a compris et on va reprendre la procédure dans le bon sens, où il faudra maintenant que les communes déposent des dossiers recensant toutes les calamités subies par les administrés pour que cet arrêté soit revu. Et je vous le dis, c'est peut-être un scoop. Le Premier ministre viendra en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, sûrement en Martinique, début novembre. Et d'ici là, il serait de bon ton que l'arrêté soit déjà revu. Et que les élus se préparent à cette visite, surtout. Bien sûr. Parce que ça sera l'occasion de s'entretenir avec le ministre. Non, mais avec le Premier ministre, non, mais je pense que l'arrêté de catastrophe naturelle sera déjà revu avant, pour éviter d'avoir ce sujet de discussion. En tout cas, c'est ce que j'ai suggéré fortement au cabinet du Premier ministre. Et puis, une triple maladresse, je le disais, dans le fond, dans la forme, mais aussi dans le timing. Ça, c'est plus l'aspect politique. Il y avait quand même, ce dimanche matin, de la catastrophe naturelle, il y avait les élections sénatoriales. Et ça a pu avoir quelques troubles dans l'approche des élus locaux, des grands électeurs, qui disaient effectivement qu'on ne comprenait pas cet arrêté. Oui. Donc le gouvernement fait preuve de souplesse et est prêt à revoir l'arrêté. Il va revoir l'arrêté. Est-ce qu'on peut penser que toute la Guadeloupe l'arrêté prendra en compte toute la Guadeloupe? En tout cas, toutes les zones qui ont été sévèrement touchées, le Sud-Basse-Terre, Marie-Galante, doivent être reconsidérées. Oui. Ça a été la demande de nos députés? Absolument. Oui. Olivier Servat, nous reviendrons tout à l'heure avec vous, parce que c'est vrai que l'arrêté, ok, les gens ont entendu, bon, catastrophe naturelle, les agriculteurs se sont dit, bon, c'est bien, comment on va pouvoir se sortir dedans. Alors, il y a eu l'État qui s'est exprimé. Il y a eu les communes, les maires qui ont dit oui, mais nous, de toute façon, on va pouvoir aider les personnes nécessiteuses, les gens qui n'ont pas eu d'assurance, donc on va pouvoir les aider. Est-ce que les maires ont la capacité d'aider les personnes qui, sur leur territoire, et par quel biais d'ailleurs, sur leur territoire, n'ont pas eu d'assurance,
et ont été touchés. Parce que l'État a sa voix, on a vu que les maires aussi se sont positionnés, et je vais revenir encore sur d'autres qui se sont positionnés. Et dans tout cela, comment arriver à s'en sortir? Alors, qui peut me répondre sur cela? Dans quelle mesure les maires peuvent aider et comment et avec quel fonds? Un ancien maire. Ne vous bousculez pas, messieurs. Je ne vais pas. D'abord, je voudrais saluer les amis, je dis les amis qui sont ici ce soir, et saluer également Madame Boissé et vos téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais simplement dire que j'ai été, mon ami Alex, n'est-ce pas, a dit que j'étais un ancien maire, effectivement un ancien maire, mais j'ai été protégé par les cieux, parce que je n'ai pas eu à supporter, élu en mars 1989, le cyclone Hugo. Donc quelque part, j'ai été un petit peu, les cieux ont été bienveillants. Je n'ai pas eu non plus à supporter le tremblement de terre de bas. Je venais de quitter mes fonctions de maire. Donc je dis que quelque part, ces aspects-là doivent être vus avec tolérance. Je dis que, par contre, et ça c'est une simple parenthèse que je fais, j'ai eu à mener des actions fortes et importantes au niveau d'Haïti, après le tremblement de terre, parce qu'il y avait Haïti. J'ai eu à mener également des actions fortes à la Dominique, à la suite du passage de Erika. Donc ça, c'est le passé qui me revient comme cela. Mais je dis aussi que nous avons pour la première fois, au niveau de notre région, été atteints au nord, Saint-Martin, Saint-Barth, complètement détruit. J'ai un ami qui était à Saint-Martin samedi dernier qui me disait c'est une bombe atomique, sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, heureusement, et Dieu merci. Je dis aussi, en fonction des éléments que j'ai, que nous avons été atteints par le sud, Dominique, terre de bas qui m'est chère, terre de haut, et toute la Guadeloupe, je dirais. Et monsieur le député, je vous remercie de dire ce soir que le gouvernement va essayer, et j'en suis persuadé, de revoir sa copie. Parce qu'il n'est pas normal que toute la Guadeloupe ne soit pas déclarée zone sinistrée. Voilà un peu ce que je voulais dire en tant qu'ancien maire. Alors, quand vous avez été protégé, mais les Guadeloupéens, moi, en tant que maire. Oui, mais les Guadeloupéens entendent. Alors, quand l'État dit oui, nous, on fera notre part. Oui. D'ailleurs, on a entendu parler aussi des agriculteurs qui ne seront pas délaissés pour compte. Mais l'État parle. Effectivement, les maires de l'autre côté qui sont conscients de la situation disent nous pourrons aider. Donc, nous prendrons à bras-le-corps ce problème. Comment est-ce que les maires peuvent prendre à bras-le-corps ce problème? Pour que les maires puissent, Madame Boissé, puissent prendre à bras-le-corps ce problème important, je crois qu'il faut aussi qu'ils aient la possibilité financière de pouvoir le faire. Alors justement, je dis par quel biais et comment ils peuvent prendre à bras-le-corps ce problème. Nous connaissons les difficultés des municipalités. Je pense que c'est un problème d'État. Il ne s'agit pas d'un problème de maire. Donc il faut compter sur l'État, simplement. Non, pas l'État. Il y a les collectivités régionales. Oui. Vous êtes toujours au conseil régional, monsieur Ami? Absolument. Oh, tout à fait. Donc voilà, il y a le conseil général qui fait ce qu'il peut, et puis il y a aussi, je vous dirai, d'autres activités. Mais il faut savoir une chose fondamentale. Quand on doit mener ce genre de truc, il faut savoir où va l'argent. Nous, au niveau de notre banque, la caisse d'épargne, et là je extrapole un peu, nous avons voté un budget de 100 000 €. Mais à qui? Il faut savoir exactement où va l'argent et dans les mains de qui et comment faire. Voilà un peu ce que je voulais dire très simplement. Si on parle de désorganisation, nous sommes en train de dire que pour l'instant, il n'y a pas d'organisation. Je dis simplement qu'il faut absolument, on demande aux gens de collecter, d'accord, mais je suis pour, je suis preneur, je suis même participant, mais je crois quelque part, il faut des correspondants directs. Moi j'ai vu le maire de Saint-Barth qui a dit, j'ai pas besoin de l'État. Il l'a dit, j'ai pas besoin de l'État et tout est ok. Mais à côté de lui, il y a peut-être des milliardaires
qui l'aident. Moi, je pense que, si je vous permets d'intervenir à ce moment-là, oui. que le maire, de toute manière, c'est l'élu de proximité. Et donc, à travers les propos de M. Servat, il a dit quelque chose qui est fondamental pour moi, le premier travail. Parce que l'aide n'est pas forcément sur le plan pécuniaire. Le premier travail, effectivement, au niveau du soutien moral, d'accord? Ça, c'est le rôle du maire, mais le travail de recensement dont je faisais mention, c'est ça. C'est-à-dire aller recenser au niveau de la population, constater effectivement les dégâts, parce que tout le monde n'est pas atteint au même niveau. Et donc, pour moi, s'il faut parler du rôle du maire, qui est l'élu de proximité, ce serait d'abord ça. Ensuite, nous sommes quand même, il y a quand même, c'est une affaire d'État, effectivement, je suis d'accord, mais nous avons quand même le conseil régional, le conseil départemental qui sont là. Avec la loi Notary aujourd'hui, je le disais tout récemment, c'est comme si on avait un État dans l'État, tellement qu'on a donné du pouvoir à la région, et donc par conséquent, avant même de se retourner vers l'État, quand je suis d'accord qu'il faut le faire, je pense que sincèrement que, et d'ailleurs, les élus de la Guadeloupe, à mon avis, ont réagi. Quand les maires disent nous pourrons aider, c'est pas forcément pécuniaire. C'est pas forcément pécuniaire. Je pense que nous connaissons la situation des communes en Guadeloupe. Nous savons très bien que les maires ne pourront pas forcément réagir sur le plan financier, mais il n'empêche qu'il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond. Attendez, il y a un travail de fond à faire. Et ce travail de fond-là, c'est pas l'État qui viendra le faire nécessairement, c'est l'élu de proximité qui a possibilité de le faire. Vous êtes dans la population, d'accord? Vous avez perdu, je ne sais pas moi, votre toiture, vous avez perdu des choses chez vous. Et quand vous entendez, l'État dit, bon, nous avons ce fonds de secours pour l'outre-mer, bon, il n'y a pas de problème, c'est en place. Le maire dit, oui, mais les gens, il y a des personnes nécessiteuses, etc. Nous pourrons aider, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, vous entendez aussi, oui, mais vous inquiétez pas. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde dit que ça serait une aide morale? Non, la question ne se pose pas comme ça. Tout le monde est inquiet. Moi, je prends le cas de l'agriculture, par exemple. On en a parlé souvent là, depuis qu'on a démarré le débat. C'est vrai qu'à travers dans le schéma de catastrophe naturelle, l'agriculture n'est pas prise en considération. D'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats se sont regroupés. On a rencontré le préfet hier et nous avons demandé au préfet que couplé, parce que ce sont deux choses différentes, certes, mais de coupler à cette notion de catastrophe naturelle la notion de calamité agricole. Manifestement, on en a été entendu, je laisse la primeur au préfet, mais on a été entendu sur ce sujet-là. Dès lors que ça sera mis en place, il y a là aussi un travail de fourmi à faire, à l'instar de ce que doivent faire les maires à mon avis. Il y a un travail de fourmi à faire avec la Chambre d'agriculture, avec les organisations de producteurs, pour aller recenser effectivement les dégâts chez les agriculteurs et pour les chiffrer à ce moment-là. Parce que même si le cyclone a créé le désordre, la reconstruction ne peut pas se faire dans le désordre. Nécessairement, il doit avoir effectivement une organisation. Et à mon avis, c'est ça qui doit, aujourd'hui, qui doit exister sur le terrain. C'est l'organisation. Il y a l'urgence. On a joué beaucoup sur la solidarité. Mais même au niveau de la solidarité, il faut organiser la solidarité, puisque on peut avoir aussi beaucoup de dérives à travers la solidarité. D'accord. Mais imaginez que moi, ici, je puisse représenter tous ces sinistrés qui sont face à vous et qui disent, mais que proposez-vous? Que ferez-vous pour nous? Nous sommes sinistrés, nous sommes dans le besoin. Quel discours? Et expliquez-nous ce que nous devons faire pour nous en sortir. Monsieur Saltel. Oui, moi je veux bien vous dire un mot parce que je lis ce qu'il y a derrière vous et que les téléspectateurs peuvent voir. J'aime beaucoup le titre de votre émission, que les choses soient dites. Alors moi je veux dire un certain nombre de choses ici ce soir, en particulier que la solidarité a joué. Mais quelle solidarité? Moi je connais, et parmi nos militants, de nombreux bénévoles qui se sont spontanément mobilisés. Oui, la Guadeloupe a été généreuse. Oui, beaucoup de gens se sont mobilisés pour aider et aident encore. Les choses ne sont pas finies. On a un débat gentil entre nous et bien calme, mais ce soir on va dormir dans un lit. C'est pas le cas de tout le monde, ni à Saint-Barth, ni à Saint-Martin, surtout à Saint-Martin. Et c'est vrai que des gens ont encore beaucoup de questions dans le sud Basse-Terre et quelquefois même dans d'autres endroits en Guadeloupe à se poser sur comment va être fait leur avenir. Bon, d'abord, la solidarité, elle a joué, mais elle a joué de la part de la population.
il y a eu des initiatives associatives merveilleuses. Je pense à une association comme la Gratiféria qui organise des foires où on met à disposition gratuite des objets. Ces gens-là ont été très mobilisés. Moi, j'ai vu des gens présents à l'aéroport qui accueillaient des jeunes qui avaient laissé leur famille à Saint-Martin et qui étaient dans un désarroi terrible, qui étaient séparés, qui ne savaient pas où ils allaient dormir. C'est pas fini parce qu'il y a encore 40 personnes, on le lisait hier dans le journal, 40 personnes qui sont dans un hôtel à Orly, ils ont été déplacés et ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc ça, c'est des choses graves. On est en train de parler, et c'est un peu le thème de votre émission, des conséquences matérielles, mais sur le plan moral, on a une population qui a souffert, et là, l'État est défaillant. Là, l'État a laissé faire les choses dans une désorganisation incroyable. Moi, j'ai vu 200 pompiers qui tournaient en rond à l'aéroport sans savoir de quelle façon ils allaient être utilisés. On sait, et on l'a dit, et Jean-Luc Mélenchon l'a souligné à l'Assemblée, d'avance, on connaissait l'étendue de la catastrophe. Elle était encore plus grande que ce qu'on craignait, mais d'avance, on savait ça. Et les moyens n'ont pas été mis en place. La sécurité civile, c'est 60 personnes qui ont été envoyées ici avec le commandant Guillaume. Eh bien, c'est complètement insuffisant, et là-dessus, je peux dire que la Guadeloupe a été méprisée. On n'a pas pris en compte le danger que les gens allaient vivre, dans un cas comme dans l'autre. Peut-être un petit peu mieux la deuxième fois, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de grosses réactions. Et que les choses soient dites, il faut qu'on dise d'abord ça. Hommage à la population et à tous ceux qui se sont mobilisés dans des gestes de solidarité. Moi, je pense aux gens qui possèdent un gîte, qui l'ont mis spontanément à disposition, parce que l'État n'avait rien. Il n'y a pas de plan. Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les premiers déplacés sont les premiers réfugiés climatiques français. Ce sont des gens qui ont la nationalité française et qui sont les premiers réfugiés climatiques. Et il va y en avoir d'autres. On sait qu'il va y avoir d'autres événements. Il faut absolument qu'on ait un État qui soit en capacité de mettre sur pied un plan qui vienne au secours des gens. D'abord au secours physique, et puis après au secours matériel. Et c'est aussi un point important, le secours matériel. Alors moi je voudrais dire un mot de l'arrêté de catastrophe naturelle. On peut nous dire qu'on va avoir un meilleur arrêté, mais celui qui est sorti, moi il m'a fait penser à Tchernobyl, où on a essayé de nous faire croire que le nuage s'était arrêté aux frontières physiques de la France. Là c'est pareil, le vent n'a pas passé le canal, quoi. Hein. Donc ça a soufflé au cintre, mais ça n'a pas soufflé en Sud-Basse-Terre. Les gens qui ont vu leur balcon et leur toit partir à Vieux-Fort, ils devaient avoir bu ou ils devaient être drogués parce qu'ils ont dû rêver, quoi. Donc à un moment donné, je pense que prendre un arrêté dans ces conditions-là, c'est un arrêté qui a été pris d'une façon méprisante pour les gens. Et je veux dire une dernière chose, de quoi s'agit-il là-dedans? Il s'agit de gros sous. Notre bon président des riches, Emmanuel Macron, il protège la cagnotte en restreignant l'arrêté de catastrophe naturelle. Il réduit les dépenses. Et si on ne proteste pas, et si on ne se mobilise pas tous pour, non pas simplement croire que en laissant le temps passer, l'arrêté va s'améliorer, mais pour exiger d'avoir un arrêté qui couvre effectivement les dégâts, on ne favorisera pas les tricheurs. On peut aller regarder de près ce qui s'est passé, mais il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas eu de vent à Vieux-Fort. Et puis je veux dire une dernière chose. Je pense que les députés, eh bien, ils représentent la nation. Ils sont l'élus de l'ensemble de la nation. Et les députés d'outre-mer, comme les autres. Et à un moment donné, il faut que l'État, qui a failli, pour moi, dans son organisation, rende des comptes aux représentants de la nation. Jean-Luc Mélenchon a demandé à ce qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour qu'on voit dans quelles conditions l'État avait géré cette crise. Et moi, je souhaite que notre député ce soir s'associe à cette démarche et qu'on donne le pouvoir aux députés d'aller enquêter, voir de près de la façon dont les choses se sont passées. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis ce soir? Nos députés puissent aller sillonner les communes et voir. Bien sûr, hein, une commission d'enquête. Il faut faire confiance aux députés. C'est aussi interroger le préfet, c'est aussi lui demander pourquoi le premier bâtiment qui a explosé à Saint-Martin, c'est la préfecture. Pourquoi le matériel des pompiers a été noyé dès la première vague. Là, l'État a défailli. Et donc, à un moment donné, c'est ceux qui devaient porter secours qui ont été les premiers sinistrés. Alors, c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc, c'est un bon exemple, ça. Merci. Alors, vous voulez réagir tous. Tout d'abord, Alex Falémé, ensuite Olivier Servat, et puis Thierry Panot. Madame Boissé, j'entends bien les propos de notre ami ici ce soir.
Je ne suis pas venu parler de Macron ou de Mélenchon ou Jean-Luc Mélenchon. Si M. Mélenchon était président de la République, j'espère ou je souhaite qu'un jour qu'il le sera, ben, il fera certainement mieux. Je voudrais simplement dire, en toute tranquillité et avec toute la tolérance qu'il m'est agréable de dire, que lors des événements de la soufrière, le peuple guadeloupéen s'est montré solidaire. Le peuple guadeloupéen n'a pas attendu X, Y ou Z pour dire nous sommes toujours solidaires. Nous sommes un peuple fier. Nous avons aidé nos amis et nos parents d'Haïti. Et j'ai coutume de dire, et je l'ai souvent dit sur votre plateau, on m'a pris au Bénin, en fonction des vents, je me suis retrouvé en Guadeloupe. J'aurais pu être en Haïti, j'aurais pu être à Barbade, j'aurais pu être à Sainte-Lucie, j'aurais pu être à la Dominique. Donc je revendique cela. Et je dis que quelque part, que, effectivement, nous pouvons dire qu'il y a quelques difficultés. Mais je ne saurais, en train de dire ce soir, qu'il y avait 200 pompiers qui étaient assis à ne savoir quoi faire. Mon fils est officier des sapeurs-pompiers. Il revient de Saint-Martin après 15 jours. Il m'a décrit un tableau terrible. Je ne connais pas Saint-Martin. Si, je connais Saint-Martin, mais pas dans ces conditions-là. Donc je ne saurais tolérer ici, en toute tranquillité, en toute amitié, qu'on puisse dire qu'il y avait 200 pompiers qui étaient en train de tourner en rond et que les peuples de Vieux-Fort ou de trucs, ils avaient bu, ils ne savaient pas où ils étaient. Non! Je dis non. Et je dis quelque part, je ne suis pas député, encore moins président de la République. Mais je suis un Guadeloupéen fier de l'être et de dire que nous avons toujours témoigné. Quand il y a eu 70 000 Guadeloupéens qui ont quitté la Basse-Terre pour venir sur la Grande Terre, c'est les bois ouverts que nous avons accueillis. Nous sommes un peuple solidaire et fier de l'être. Merci Alex Falemi. C'est exactement ce que j'ai dit. Le peuple, oui. Non, je voudrais dire deux choses au camarade Saltel. La première, c'est que c'est toujours facile de refaire l'histoire quand on connaît la fin. Je rappelle qu'il y a eu un cyclone Irma, il y a eu un deuxième cyclone qui menaçait, et donc forcément, positionner les secours ex-ante en Guadeloupe, alors que la Guadeloupe, à ce moment-là, quand Irma pouvait passer aussi sur la Guadeloupe, ça n'était pas raisonnable. Ensuite, les Pays-Bas l'ont fait, hein. Les Pays-Bas l'ont fait pour Sainte-Martin. Hein. Ensuite, concernant Irma, on doit l'admettre, c'est le cyclone le plus fort qui soit passé aux Antilles de tout temps. Et donc forcément, les infrastructures, quelles qu'elles soient, n'ont pas résisté. Donc c'est une catastrophe extraordinaire. Effectivement, la préfète que j'ai rencontrée a failli mourir. C'est ça la réalité. Effectivement, la préfecture a explosé et donc il faut se poser la question de la reconstruction de ces zones-là. Ça, c'est la première chose que je dois dire. Il faut un peu quand même, je crois, d'humilité face à ce monstre qui était Irma. Deuxième chose que je voudrais dire, mais justement, votre leader, M. Mélenchon, a parlé médiatiquement d'une commission d'enquête parlementaire, mais malheureusement, et nous attendons le président de la République. J'étais avec lui à Saint-Martin, il m'a dit, mais allons-y, dans cette commission parlementaire, il n'a fait encore aucune action politique, parce que je vous l'indique. Aidez-le. Joignez-vous à lui. Je vous l'indique, puisque vous n'êtes pas parlementaire, vous ne connaissez pas bien les procédures, mais en fait, qui déclenche la commission d'enquête parlementaire, c'est un groupe politique. Et effectivement, le groupe de M. Mélenchon pourrait demander cette commission d'enquête, mais il ne l'a pas encore fait politiquement. Donc je vous invite à lui demander de le faire. Merci Olivier Servat. Thierry Panol. Alors, moi je vais réagir, mais évidemment en me cantonnant à mon domaine professionnel, et si tant est ça puisse éclairer les Guadeloupéens, donc la population guadeloupéenne, qu'on aille dans ce sens. Il y a eu un monstre, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, qui a été mesuré à l'aéroport de Saint-Barthélemy à 416 km/h. Beaucoup ne le savent pas. Mais on a eu, en tout cas pour Irma, des vents de cette puissance-là. Ce n'est pas du n'importe quoi. Quand il s'agit
de faire bénéficier un territoire du régime des catastrophes naturelles, il faut que la population de ce territoire soit au moins assurée. Et assurée en grand nombre, dans la mesure où ce sont les cotisations des perçus sur les contrats d'assurance versées dans le fonds des CatNat, c'est-à-dire par la Caisse centrale de réassurance. Ce sont les cotisations des personnes assurées qui vont permettre l'indemnisation des personnes sinistrées. Donc, techniquement, contractuellement, plus la population vient à s'assurer, plus le fonds des CatNat sera donc abondant et permettra une indemnisation de masse. Quand il s'agit d'ouvrir cette tirelire d'État, la commission interministérielle qui se manifeste à la mesure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde sur le territoire, premièrement, quelle est donc la nature des dommages qui s'est finalement manifestés. On a parlé de l'inondation, il est coulé de boue, de l'inondation par choc mécanique des vagues. Donc la nature des dommages, elle est précise. On a encore parlé de l'inondation avec les catastrophes pour par rapport à la force des vents, concernant notamment deux territoires, les Saintes, terre de bas et terre de haut. Donc le gouvernement, c'est simple, quand il s'agit pour lui de prendre un arrêté, il recense la nature des dommages premièrement, il regarde si cette population peut être indemnisée au titre du régime des CatNat. De par ce qui s'est passé, et je vais laisser Saint-Martin-Barthélemy, puisque ces deux territoires ont été pris en compte totalement, oui. Donc les choses sont claires à ce niveau-là. Et concernant Maria, je dois dire, sans vouloir prendre parti politiquement parlant, parce que je ne suis pas là pour ça ce soir, dire que le gouvernement, en tout cas à mon sens, a fait ce qu'il fallait faire, de par la nature technique des contrats et de par donc les dommages relevés sur la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe a été placée en catastrophe naturelle, premièrement. C'est l'arrêté, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça donc il a été publié. Toute la Guadeloupe est en CatNat. Certains territoires se sont vus dotés de ce régime-là pour en bénéficier en fonction de la nature des dommages. Basse-Terre, Déhais et combien d'autres. Pour toutes les zones qui ont été inondées ou qui ont subi des coulées de boue, la CatNat fonctionne. Pour toutes les communes qui ont subi des chocs mécaniques par la roule mécanique qui s'est manifestée venant notamment des vagues, toutes ces zones-là ont été prises en compte. Au niveau de la CatNat par rapport à terre de haut, terre de bas, on ne peut pas faire mieux. Les vents cycloniques ont été pris en compte par la CatNat. Pourquoi? Concernant terre de haut et terre de bas, pour permettre à ces zones-là de pouvoir bénéficier non pas des CatNat, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est assuré, c'est fonction parfois des moyens, c'est fonction notamment de la volonté, mais que ces territoires-là peuvent sachent bénéficier du fonds de secours des Outre-mer. D'accord. Alors, je rappelle, pour être clair de ce point de vue-là et par rapport au propos sur le gouvernement actionne l'arrêté des CatNat quand certains phénomènes, certains dommages ne relèvent pas des contrats d'assurance. Alors, j'ai entendu certains élus réagir, parce que c'est naturellement de leur veine de le faire, et de dire, ouais, mais on a bien CatNat que terre de haut et terre de bas pour les vents cycloniques. Oui. Oui, bien sûr. Ça veut dire que l'ensemble des autres territoires habités par des gens qui auraient souscrit ou qui ont des contrats d'assurance, qui ont des dommages relevant des vents cycloniques, sont pris en charge contractuellement par le contrat d'assurance. Donc d'un côté, la garantie tempête ouragan cyclone va intervenir tout
toutes les fois où le vent aurait causé des dommages aux habitations, aux commerces, aux voitures et aux motos, et toutes les fois où on aurait des dommages provenant des coulées de boue, des inondations, de la houle mécanique des vagues, ben la CATAT va jouer. Donc, très honnêtement, très clairement, ce que le gouvernement a fait très rapidement et comme il l'a fait, pour moi, en tant que professionnel, il n'y a pas mieux à faire. D'accord. Nous marquerons juste une courte pause et je reviendrai avec vous. Nous revenons au sein de notre émission Que les choses soient dites avec nos invités, mais juste avant de continuer, de poursuivre, nous regardons cette interview qui a été réalisée au sein de la population guadeloupéenne. Pour moi, ça ne fait pas de doute que le vent n'a pas sélectionné. Il n'a pas sélectionné de souffler uniquement sur terre de haut et terre de bas. Il a soufflé sur toute la Guadeloupe. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait que le gouvernement revoie sa copie. La preuve, c'est que comme il y a des dégâts partout au niveau des arbres qui sont tombés, des toitures qui ont été arrachées, elles ne sont pas tombées toutes seules. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il revoie ça. Oui. On devrait prendre un dégât des vents parce qu'il y a plusieurs communes qui sont un peu abîmées à cause du vent de l'ouragan Maria. Même à Pointe-à-Pitre, il y en a. Hein. Ah ben oui, mais il devrait prendre en compte tout parce que cyclone, c'est tout, c'est pas seulement le vent, c'est tout. Hein. Il doit prendre les deux, parce qu'il y a le vent, il y a l'eau aussi. Il doit prendre les deux. Moi, j'estime que les gens qui sont lésés par des phénomènes naturels, des gens qui subissent les soubresauts, les contre-coups des événements naturels, aller raconter à quelqu'un qu'on va évaluer la puissance du vent pour reconnaître que c'est une catastrophe naturelle par rapport à ces événements-là, ça, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, même au niveau banane, tout ça. Alors, normalement, ils devaient prendre les dégâts des vents. Je suis un agriculteur, si je pense qu'ils n'ont pas pris et pensé du vent, mais je demande qu'est-ce que les agriculteurs vont faire. On a tout perdu, comme la banane, les fruits. Et moi, je pense que il faut le ministre revoir son discours de catastrophe. Hein. Et sans ça, on ne voit pas comment voir les agriculteurs vont s'en sortir. Il faut que la Guadeloupe soit classée en totalité sur le CatNat, tout simplement parce que j'ai pu aller à l'occasion à Basse-Terre et que c'est juste impensable de voir toute la végétation qui est complètement foutue. Donc il est absolument anormal qu'on ne tienne pas compte des dégâts des vents causés par le cyclone. Et notamment pour les agriculteurs, tout est perdu, donc c'est absolument anormal. On est à 100% détruit. Hein. Ils ne pensent pas à nous, ils pensent peut-être léser ceux qui en a et c'est tout. Ah mais je pense que c'est une question de petites économies, c'est tout, c'est simplement ça. C'est que effectivement le fait de déclarer ça comme ça veut dire qu'on va moins rembourser les gens qui ont souffert en Guadeloupe continentale, les gens qui ont souffert du vent. Parce que bon, l'eau ça va, oui c'est sûr, mais le vent aussi. Mais il y a des gens qui ne sont pas assurés, donc ils comptent sur le fait que de la déclaration de catastrophe naturelle du gouvernement pour attendre que le gouvernement les indemnise comme ça se faisait auparavant. Mais maintenant il faut reconnaître que ça se fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que maintenant le gouvernement est beaucoup plus vigilant sur le fait que les gens ne s'assurent pas. Voilà, nous revenons avec nos invités. Vous avez, messieurs, entendu ce que la population pense de ça. Le gouvernement a été vraiment cité. Il faut revoir, il faut revenir sur tout cela. Mais de manière concrète, alors,
dites qu'il y a un fonds de secours de l'outre-mer, on parle des CatNat, donc catastrophes naturelles. Les gens qui nous écoutent et qui ont des difficultés, qui ont eu des difficultés par rapport à Irma, parce que j'ai reçu des messages de Saint-Martin disant « Nous ne savons pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut pour les assurances, comment se comporter ?» mais aussi des messages concernant l'ouragan Maria. Alors, sans être trop technique, et je lance le débat, alors vous dites il faut être assuré pour, bien sûr, profiter de cet arrêté de catastrophe naturelle. Maintenant, le fonds de secours, est-ce qu'il est, on va dire, tributaire de cet arrêté de catastrophe naturelle? Qui y a droit, déjà? Et que faut-il faire pour bénéficier de cela? Parce qu'aujourd'hui, on parle des gens assurés qui ont droit, des gens qui ne sont pas assurés qui ont droit, qui n'ont... Alors, comment se dépatouiller dans tout cela? Thierry Panot. Alors, je voudrais quand même préciser les points suivants de manière à ce que la population puisse se retrouver. Les assurés qui ont subi des dommages causés par le vent, vent ayant endommagé leurs maisons, les commerces, les voitures, les motos, de toute façon c'est biens-là qui sont concernés par la loi, par le régime sur les CatNat. Toutes les personnes de Guadeloupe qui sont assurées et qui ont eu donc, des dommages causés par le vent seront prises en charge, seront indemnisées à partir d'une déclaration faite des devis correspondants des experts notamment et sur place et vélo. On dit bien toutes les personnes qui sont assurées. Qui sont assurées. Sans restriction. Qui sont assurées, qui ont des contrats d'assurance. D'accord. À la condition que ce contrat d'assurance comporte une garantie dite de dommages aux biens, incendie, vol, bris de glace. Ces personnes seront assurées pour les dommages causés par le vent. Et je le répète, par le vent. Simplement. Donc que ces personnes de Guadeloupe qui ont été sinistrées par le vent, toitures envolées, arbres tombés sur les clôtures, tous les dommages causés par le vent relèvent de la garantie tempête, ouragan, cyclone. On n'a pas besoin de la CatNat, de l'arrêté, de manière à pouvoir être indemnisé pour tous les dommages causés par le vent. L'État n'intervient pour le régime et par le régime des catastrophes naturelles que pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue, que pour les dommages causés par le choc mécanique des vagues, donc inondation et par le choc mécanique des vagues, et concernant donc deux territoires en particulier, si vous le voulez, on pourra notamment en parler plus longuement pour donner la précision, et concernant les vents cycloniques. Et je reviens donc à votre question concernant le fonds de secours. Il y a deux territoires, terre de haut et terre de bas, territoire peu assuré, parce que c'est une île, et de manière, je dirais, un peu régulière, comme le disait tout à l'heure monsieur l'ami Falémé, Alex, ces territoires-là, ce sont des îles où le taux de pénétration de l'assurance, c'est-à-dire le nombre de personnes assurées, est très faible. Pour des raisons historiques, on ne va pas notamment partir en jugement, il faut rester donc, valablement tolérant, donc peu assuré. Donc ces territoires-là ont été décrétés en catastrophe naturelle par les vents cycloniques de manière particulière et spécifique, qu'ils sachent bénéficier non pas du régime des catastrophes naturelles, parce que l'assurance n'a pas joué, parce qu'il y a très peu de gens qui le sont, mais pour bénéficier du fonds de secours des Outre-mer qui intervient, qui va aider des personnes qui ne sont pas assurées, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des petites plantations ou des petites productions maraîchères ou autres, ou à l'endroit des pêcheurs, pour les donner quelques sous de manière à pouvoir tenir leur coup. J'ai perdu ma maison, par exemple, qui vaut 50 000 euros. Est-ce que ça a été débloqué? Le fonds de secours va jouer? Est-ce que le fonds de secours a été débloqué? Le fonds de secours a été donc débloqué. Il a été débloqué dans le même temps que l'arrêté naturel. Et ça a été publié. Donc, pour le Sud Basse-Terre.
Si, pour terre de haut et terre de bas. Non, mais par rapport au vent cyclonique. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien notamment envisager, c'est que les personnes qui veulent bénéficier du régime des catastrophes naturelles doivent être assurées. Je parle notamment pour les 4 nets. Madame Boissé, vous avez dit au début de notre émission qu'on pouvait poser des questions. Oui, donc le but, c'est ça, hein, si je comprends bien. Bon. Alors, je lis, parce qu'on m'a envoyé quelques petits documents que j'ai essayé de lire cet après-midi. Le Fonds de secours pour l'outre-mer, FSOM, est un dispositif permettant l'aide financière en faveur des victimes des calamités publiques, pas uniquement le vent. Calamité publique, c'est l'eau, c'est etc., etc. Il peut être débloqué par le ministère chargé de l'outre-mer. D'accord? Toujours d'accord. Ce fonds s'adresse notamment, etc., etc. Pour l'instant, enfin j'ai reçu le document aujourd'hui, pour l'instant ce fonds n'a pas été débloqué. Alors vous dites qu'il a été débloqué. Oui, débloqué. Il est débloqué? Ah mais ça, on s'est trompé. Quand on prend... non, mais c'est simplement une question parce que nous sommes là. J'ai quand même envie de faire une intervention, parce que si vous permettez, parce qu'on revient dans le débat, puisqu'on a failli se laisser prendre par Maria et Ouma. Effectivement, on revient sur le sujet, ça me convient. Mais dans le micro de Koutard, il y a un agriculteur qui est intervenu et qui disait effectivement les dégâts au niveau de la banane, au niveau de la canne, au niveau de l'agriculture de manière globale en Guadeloupe. Et je vous disais que nous avons demandé au préfet de déclencher effectivement la situation de calamité agricole. Mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est que la situation pendant le cyclone, c'est quelque chose, mais après le cyclone, c'est quelque chose aussi pour l'agriculteur. Parce que les agriculteurs de Guadeloupe, je me permets d'introduire ça, vont souffrir pendant au moins 8 mois. Il n'y aura pas de revenus. Il n'y aura pas de revenus. Et en plus, la particularité pour nous, nous n'avons pas d'assurance en Guadeloupe. Peut-être les bâtiments, mais la production agricole de manière globale, la banane, la canne et le maraîchage ne sont pas assurés parce qu'on ne trouve pas de compagnie d'assurance. Nous ne trouvons pas de compagnie d'assurance qui accepte d'assurer les plantations. Ça se fait ailleurs, hein, pas en Guadeloupe. Ensuite, si on veut prétendre aux aides, il faut être capable aujourd'hui de prouver qu'on est perdu entre 25 et 30% par rapport aux années antérieures. D'accord? Et dès lors qu'on a prouvé ça, on peut prétendre. Sauf qu'il faut être à jour socialement, il faut être à jour fiscalement. Mais je rappelle que l'agriculture a subi quand même les affres de la nature depuis quelques années. Sécheresse, cyclone encore, inondation. Et aujourd'hui, peut-être 4 ou 5 ans après, les choses qui nous avaient été promises ne sont toujours pas versées. Comment voulez-vous qu'un agriculteur qui ne bénéficie pas de ces fonds-là en temps et en heure puisse être à jour socialement et fiscalement aujourd'hui? Ce qui fait que c'est le chat qui se mord la queue. Et voilà toutes les difficultés. Donc là encore, il y a une grosse inquiétude dans la profession agricole parce qu'on ne sait pas si nous allons pouvoir bénéficier de ces aides-là. Et moi je pense que M. Servat, sur le plateau, M. Servat, Olivier, fait mention souvent des assises. Mais je pense que là, peut-être, je profite pour te dire qu'on ne nous a pas encore invités. Hein. Je profite pour dire qu'on n'a pas encore été invités. Et donc, par conséquent, peut-être que là, il y a un travail de fond à mener pour revoir un peu le fonctionnement de ce territoire, mais sur tous les plans. Hein. Je parle du plan agricole, mais je pense qu'au niveau de l'artisanat, enfin bref, ceux qui créent de la richesse en Guadeloupe, il y a un travail de fond à faire. Alors, permettez, messieurs, et je vais revenir vers vous d'ici quelques instants, que nous puissions essayer de disséquer. Hein. On a parlé un peu des agriculteurs, on va y revenir, mais je reviens à ce fonds de secours-là. Vous dites que tout un chacun peut bénéficier du fonds de secours. Alors, plusieurs cas. J'ai perdu ma maison, 50 000 €. Est-ce que ce fonds de secours va me permettre de reconstruire ma maison à 50 000 €? Qui détermine la somme qui me sera donnée justement pour me sortir d'affaires et pour reconstruire ma maison? Est-ce que ce fonds de secours peut couvrir et qui détermine le montant? Au niveau des aides qui seront allouées, elles seront en fonction d'une étude, d'une demande premièrement de la personne sinistrée et aidée, qui sera transmise au niveau de la préfecture ou des communes, vont faire remonter le dossier au niveau
des structures notamment des fonds, et concernant le montant. Et à ce moment-là, il n'y a pas de copinage. Alors, le copinage, c'est un fonds d'État, je ne saurais vous répondre par rapport à cet aspect-là, parce que là, je dirais que ce sont les grandes personnes qui vont décider de cette affaire-là, mais ça reste, je dirais, aléatoire. Ce n'est pas comme quand on a un contrat d'assurance, que les garanties sont déterminées avec des capitaux qui sont prévus et qu'il convient de rembourser 10 000, 15 000 quand les choses sont clairement déterminées. Alors, est-ce qu'on peut cumuler? Est-ce qu'on peut cumuler? Non. Le fonds de secours ne va intervenir donc à l'initiative de l'État que pour les personnes qui n'ont pas de grands moyens et qui ne sont pas assurées. Alors, quoi ça sert d'être assuré? Ça sert notamment précisément. J'ai une question. Alors, tout à l'heure, j'allais pouvoir interpeller. Ça sert précisément à, je dirais, en payant une prime d'assurance, à se garantir qu'un assureur va se substituer à la place donc, du sinistré pour lui permettre d'avoir une indemnité certaine et qu'elle ne soit pas aléatoire. Rien ne garantit, en fonction des demandes adressées au fonds de secours, qu'elles seront positivement acceptées. Puisque, évidemment, ce serait la porte ouverte en disant, bon, moi je ne m'assure pas, comme l'État notamment est là, ça reste aléatoire. Et pour la personne qui préfère être sûre et certaine de recevoir une indemnité, comme ça se fait de manière traditionnelle et depuis donc longtemps, pour l'assurance automobile, l'habitation, etc. Alors, je voulais juste préciser, pour clarifier dans le débat, le régime des CatNat, des catastrophes naturelles, auto, habitation, moto, ainsi que les commerces, contrat d'assurance, qu'il faut notamment avoir, le régime des calamités agricoles intervient pour les agriculteurs quand précisément les demandes sont faites par les syndicats ou pour les agriculteurs pour leur plantation et qu'ils n'ont pas pu pour les raisons X s'assurer. Le même régime qui est similaire au contrat des CatNat peut même intervenir pour la perte des récoltes. Donc, il convient évidemment après que ces dossiers-là soient montés, soient adressés, qu'ils soient bien ficelés par les experts comptables, par exemple, et qu'ils aient des chances donc d'aboutir. Et le fonds de secours va intervenir toutes les fois où certaines personnes n'ont pas pu notamment s'assurer pour des raisons X. Bon, moi j'avais une question pour monsieur Fanol. Je m'excuse. Ma question, c'est simple. On en a fait mention pendant le thermomètre là. Est-ce que ça arrive des fois que les assureurs refusent d'assurer? Ça c'est une chose. Mais aujourd'hui il y a un schéma qui a démarré depuis quelques 5-6 ans, là, je crois, sur les zones rouges, les zones bleues, enfin les zones constructibles et non constructibles. Bon. Quelqu'un qui aurait construit il y a 20 ans sur une zone aujourd'hui qui serait en zone rouge, qui est assuré éventuellement, est-ce que cette personne-là peut prétendre à une indemnisation? Tout à fait. D'accord. Okay. Non, mais il est clair que c'est la personne. Alors, il y a eu les plans locaux d'urbanisme avec les plans de prévention des risques naturels qui ont été établis à l'initiative généralement des collectivités municipales et tel secteur s'est retrouvé dans un rouge de part de découpage. Toutes les personnes qui habitent ces zones-là et qui sont assurées, qui se sont assurés avant cette classification, leur contrat demeure. D'accord. Alors, pour être clair et être franc, ces personnes viennent à être sinistrées là, il se peut que l'assureur puisse dire, bon, j'ai indemnisé là, en sachant que celui-là, je ne t'ai pas embêté notamment parce que j'avais ton contrat, mais que le contrat puisse être résilié après indemnisation, parce qu'on sait que la prochaine fois, il y aura encore une demande d'affaires. Finalement, l'assureur ne couvre pas tous les risques, quoi. Les risques sont couverts dans le contrat, mais il peut... Moins s'il y a de risques, mieux c'est. Quelle surprise. Oui, pas tout à fait ça, mais bon, je me taquiner, donc il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, moi, sur ce point-là, c'est que la réaction des gens est intéressante. Ils parlent avec le cœur. Et d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que, je l'ai dit, j'ai peut-être été mal compris tout à l'heure, mais les Guadeloupéens ont réagi avec cœur, avec courage, se sont mobilisés dans cette affaire-là. Et le bon sens
de tout un chacun, c'est que quand il arrive quelque chose de très grave à quelqu'un, il faut qu'il soit aidé d'une façon ou d'une autre. Quand quelqu'un est à terre, il faut qu'on aide à ce qu'il puisse se relever. Voilà. Mais simplement, on apprend dans votre émission que si on n'est pas assuré, on n'aura pas d'aide. Sauf dans des cas extrêmement fins. Et les gens disent, ah ben alors oui, à quoi sert l'assurance? Mais c'est pas ça la question. La question ne se pose que si on oublie que assureur, c'est un métier, que l'objectif d'une assurance, c'est pas le bien-être de tout un chacun et la promotion de chacun pour que chacun puisse s'en sortir. L'objectif d'une assurance, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire des sous. Et dans cette affaire-là, c'est encore une affaire de gros sous. Et à un moment donné, le gouvernement prête la main aux assurances. On pourrait s'étonner d'ailleurs qu'un gouvernement prête la main aux assurances pour qu'elles fassent un peu plus de bénéfices ou dépendent de la solidarité des uns et des autres. Je peux vous dire que c'est vrai, on me disait, ah ben, si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République, oui, je pense que les choses en auraient été autrement, parce que notre objectif à nous, c'est pas simplement... Les Français ont fait un choix autre. Oui, enfin, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il est fait. Mais à ce moment-là, on se rend bien compte que le système n'a pas changé, que l'argent va à ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ne se sont pas assurés et qui ne seront pas indemnisés, eh bien, c'est ceux qui n'avaient pas assez d'argent la plupart du temps pour s'assurer. M. Panol vient de dire, ceux qui ne sont pas assurés auront droit au fonds de secours des Outre-mer. Oui, mais s'ils ont été abîmés par le vent à Vieux-Fort, par exemple, ils ne l'auront pas, parce que l'arrêté de catastrophe naturelle ne s'étend pas sur ce monde-là. Alors, les candidats, ce que j'appelle les candidats d'assurance, c'est-à-dire que toute personne puisse vouloir ou pouvoir s'assurer. Donc, dans un premier temps, ça correspond à un choix. Je voulais préciser que l'assurance... C'est une possibilité, pas un choix. Non, mais il y a un choix. Il y a un choix notamment à faire de s'assurer ou ne pas s'assurer. Le bistec ou l'assurance. Non, mais attendez. Il y a un choix à faire dans un premier temps. Quand ce choix est fait, les assureurs français donnent la possibilité à chaque candidat d'assurance de pouvoir bénéficier de facilités de paiement. On peut payer mensuellement. À la condition que le risque soit accepté. S'il y a trop de risques, on ne veut pas assurer. Non, mais on nous l'a dit tout à l'heure. Donc à un moment donné, moi la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes en train de me dire ce soir que l'objectif premier de l'assureur, c'est de faire en sorte que chacun puisse être indemnisé quand il y a des problèmes, ou est-ce que son objectif premier, c'est une entreprise comme une autre, et c'est pas ça pour autant, qui est de gagner de l'argent, et de gagner de l'argent en faisant un pari sur le risque et sur le fait qu'il n'y aura pas trop d'indemnisation à faire par rapport à ça. Et au fond, la solidarité, l'idée même de la solidarité, c'est pas celle-là. Une assurance, c'est pas solidaire. Une assurance, c'est fait pour gagner du fric. C'est une entreprise qui doit rentrer de l'argent, qui doit faire des bénéfices. C'est pas là pour couvrir, c'est pas la sécurité sociale. Et encore, maintenant, la sécurité sociale, ils sont en train de la privatiser et de la rendre, de la pousser vers les assurances privées, pour qu'on fasse aussi de l'argent sur la santé. Donc à un moment donné, on se rend compte que dans ce système, eh bien, il s'agit surtout de favoriser ceux qui veulent gagner de l'argent sur le dos des autres, et pas d'aider tout un chacun. C'est le contraire de l'avenir en commun. C'est le contraire de notre programme. Vous aurez à répondre à cette question. L'assurance des catastrophes naturelles, pigeon ou pas, est-ce que nous sommes pigeons ou pas? Et ça sera à la fin de l'émission. Téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran, une photo téléviseur. Mais alors, selon l'endroit où on se trouve, Thierry Panol, si j'ai bien compris, on peut être assuré ou pas, puisque tout à l'heure, Alex Mandou parlait de zone rouge, zone bleue. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas s'assurer parce qu'ils se trouvent dans des zones qui ne sont pas assurables. Alors, moi, j'ai une question, et en aparté, que je vous soumets, puisqu'on a dit que les choses soient dites. Selon nos informations, le Memorial Act serait assuré. D'accord, auprès d'un grand assureur local. Alors, je serais tentée de vous dire, Thierry Panol, est-ce que vous trouvez ça juste ou injuste vis-à-vis d'une population? Non, je vais répondre toujours dans ma... Si cette question vous embarrasse, non, pas du tout. Tout de suite. Non. Sinon... Je ne suis embarrassé par rien du tout, dans la mesure où il faut donc savoir s'assumer, une vie s'assume. Donc, cette question m'est posée, je vais y répondre en sachant, je le précise, que je ne suis pas assureur.
je suis courtier d'assurance, intermédiaire entre tous nos clients et les compagnies d'assurance dont on distribue notamment des produits ou des contrats. Et le rôle premier d'un courtier d'assurance, c'est de défendre les intérêts de ses clients. Donc on est censé être le service assurance de nos clients. Après, sur la question des risques qui peuvent être assurés ou pas, je le précise sans embâche, il y a des risques qui sont inassurables selon les principes généraux de l'assurance. Un risque qui est dans l'eau ne peut pas donc être assuré selon ce principe-là. Après, un risque qui est dans l'eau. Qui est dans l'eau. Comme le Memorial Act, qui est dans l'eau. À mon avis, en termes techniques, en tant que professionnel de l'assurance, il est, de par les principes généraux de l'assurance, les principes habituels, il est inassurable. Après, si un assureur veut prendre le risque d'assurer un risque qui est dans l'eau, ça n'engage que lui-même. Donc, que quelqu'un vienne chez nous pour nous dire, c'est-à-dire quelqu'un qui sollicite un contrat d'assurance en sachant qu'il a sa maison les pieds dans l'eau, je veux dire très honnêtement, le contrat d'assurance dit qu'une maison qui est à moins de 150 mètres, à moins de 500 mètres de l'eau, n'est pas censée être assurée. Par conséquent, je dirais à cette personne, très honnêtement, qu'on ne sait pas faire et qu'on ne veut pas faire. Donc, les gens qui se trouvent aujourd'hui au niveau des 50 pas géométriques ne peuvent pas assurer normalement, non. Je le dis en non, monsieur Saltel, normalement, non. Ceci dit, si un assureur de la place décide de passer outre des règles techniques, il peut le faire, ça n'engage que sa poche. C'est possible. Honnêtement. Donc sur le Memorial Act, si un assureur a voulu prendre ce risque-là en sachant tout ce que bien d'entre nous savons par rapport à ce bâtiment qui est dans l'eau, l'assureur a le droit de le faire. Est-ce que c'est juste... Est-ce que l'assurance va pouvoir assumer... Le contrat est établi, des conditions ont été posées, la prime d'assurance a été payée. De la prime, on peut passer à une surprime, c'est-à-dire payer plus pour un risque qui est quasiment certain. Tout ça, ça se négocie. Olivier Serva, pouvez-vous nous dire combien ça a coûté, cette assurance ? Pour le Memorial Act, je n'ai pas cette information-là malheureusement. Franchement non, hein, c'est vraiment une information très très précise. Mais en tout cas, le bâtiment se porte très bien. J'avais entendu des soupçons de fissures. Non, le bâtiment est en place. Il n'a pas de souci particulier. Si ce n'est l'entretien des clims, tout va bien. D'accord. Nous avons un appel de téléspectateurs. Nous récupérons et nous revenons avec vous, messieurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Serva. Bonsoir, Miguel. Bonsoir. Je dirais bonsoir au plateau. Je trouve que M. Panol, je n'ai rien contre, hein, mais quand il dit que tout le monde sera indemnisé ou avec les assureurs ou les trucs, déjà au départ, nous sommes un pays, à la base, nous avons des cases en bois. Alors, moi, je vais assurer ma case parce qu'elle en bois, l'assurance, les assurances refusent. Ou alors, si vous voulez faire ça, vous devez mettre des baies, des fenêtres, des kibitaines, des kississiers, et après remettre une grosse porte. Mais en attendant, moi j'ai une barrière, elle est partie dans le cyclone, je ne vais pas, j'aurais bien aimé demander à M. Panol, je n'ai pas besoin qu'on me la rembourse parce qu'elle n'est pas abîmée. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais plus de barrière? Je ne sais pas si vous avez bien compris un petit peu la question. Alors, je vous donnerai la réponse suivante, madame. La première, c'est qu'il y a des assureurs en Guadeloupe qui assurent les risques en bois, c'est-à-dire notamment les maisons qui sont construites en bois. Et deuxièmement, à partir du moment où vous êtes... Excusez-moi, juste une minute. Depuis quand? Depuis beaucoup d'années, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des assureurs qui sur place assurent les maisons en bois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des maisons en bois en Guadeloupe et qui sont assurés. Oui, mais dans les conditions dont je viens de vous dire. Dans quelles conditions, madame? C'est-à-dire que si vous voulez assurer, ils vous exigent, je dirais même exiger, d'avoir des doubles fenêtres, d'avoir des baies vitées et ensuite la grosse porte.
Non. Alors, de ce et que vous soyez aussi aménagé une partie qui veut dire votre cuisine et votre chose en dur. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah ben ça, je veux bien. Alors, je viens de vous voir. N'oubliez pas de me capter votre numéro. Monsieur Panon. Je vais te le donner. C'est l'analyse, c'est ce que j'appelle. Bien sûr. Oui. Merci, madame. Ok, merci. J'avais d'autres choses à dire, bon, mais ça va. Ah, ben écoutez, allez-y, madame. Non, vas-y. C'est bon. D'accord. Merci. Ça peut rigoler. Merci. Oui. Thierry Panol. Oui. Ça commence. Oui, alors on peut assurer sa maison en bois. Tout à fait. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de maisons en bois qui ont résisté aussi. Voilà. Oui, mais nous parlons des maisons en bois, nous parlons du Memorial Act, mais messieurs, si on doit dire les choses, il y a aussi les communes avec les bâtiments communaux, les bâtiments publics. Alors on sait que la loi oblige les communes à assurer les bâtiments, mais on sait aussi que c'est sous forme d'appel d'offres, n'est-ce pas, monsieur Panol? Tout à fait. L'appel d'offres. Et alors ça coûte très cher, selon les renseignements, ça coûte très cher aux communes pour des garanties pas forcément très larges. Alors aujourd'hui, et je veux dire ça un petit peu gentiment, on a dit que les choses soient dites. Alors aujourd'hui, il y a des assurances, d'accord, on va dire, en appel d'offres, mais qui sont assureurs uniques, quasiment, on va dire monopole, pour assurer les bâtiments communaux. Alors, est-ce que là, les communes même ne sont pas des pigeons dans les mains des assureurs? C'est encore une question pour les bonnes personnes. Je suis... Alors, pas de questions embarrassantes. Je suis un petit milieu d'assurance qui généralement se contente de consommer, je dirais, de la limonade ordinaire avec en plus une paille pendant des flûtes à champagne. Mais s'il convient, je dirais, de répondre plus sérieusement, je dirais, à la question, c'est vrai que les collectivités publiques rencontrent depuis un certain nombre d'années des difficultés à s'assurer. Et depuis notamment... Donc il y en a qui ne sont pas assurés? Il y en a qui ne sont pas assurés parce qu'elles n'ont pas les moyens. Pourtant, c'est une obligation faite par la loi. C'est une obligation puisqu'il y a les appels d'offres qui ont été instaurés depuis la loi notamment de 92, directive européenne, qui rentre en application en 2001. Donc beaucoup de communes ont pris la décision, en tout cas certaines communes ont pris la décision de respecter cette loi et ont lancé des appels d'offres de manière à pouvoir assurer les bâtiments, les flottes automobiles et la RC générale des collectivités. Ce que les communes n'ont pas su, en tout cas ces communes-là, qu'on n'aura pas dit, c'est qu'elles n'avaient pas l'obligation de mettre fin au contrat existant avec des conditions du passé avantageuses, à des bases tarifaires avantageuses. Et elle n'avait pas besoin, si je puis dire, de se lancer dans des appels d'offres. Donc on n'a pas dit aux communes de résilier vos contrats pour passer un appel d'offres. Donc quand cette loi est intervenue, une loi, ça fait plaisir à mon ami Guillaume, une loi pour les grandes personnes qui veulent donc à l'occasion pouvoir se remplir les poches. Toutes ne sont pas pareilles. Donc à l'occasion de la sortie de cette loi, certains assureurs se sont dit que c'est le moment de pouvoir revoir les conditions du passé, revoir aussi les... Pour se faire plus d'argent. Alors, pas forcément se faire plus d'argent. On va se comprendre, ça reste un peu technique, pas forcément se faire plus d'argent. Mais pas pour en faire moins. Mais pas pour en faire moins par rapport aux risques, aux nouveaux risques encourus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume avait son contrat d'assurance habitation qui remontait à 15 ans. 15 ans, il avait une base tarifaire d'il y a 15 ans, avec des garanties qui étaient somme toute adéquates, c'est-à-dire adaptées à l'assurance de sa maison. L'explication... Il faut parler des communes, hein? Je reviens, j'ai pris l'exemple notamment d'un petit bâtiment habitation pour arriver notamment au niveau des communes. Alors, il s'est passé que pour assurer les communes, c'est sur la superficie développée totale
de tous les bâtiments. C'est-à-dire bâtiment par bâtiment, commune notamment les superficies. Et par exemple, la ville des Abîmes peut être assurée pour 50 000 mètres carrés de surface à couvrir. Ça se fait comme ça. Le prix du mètre carré d'il y a 15 ans, pour couvrir donc un bâtiment communal, coûtait 50 centimes d'euros. Et ça pouvait couvrir jusqu'à, par exemple, 10 millions d'euros de capitaux. Entre-temps, les architectes locaux ont fait savoir que pour pouvoir reconstruire un bâtiment municipal de la mairie des Abîmes, le prix du mètre carré de construction, le prix du mètre carré neuf, il est passé à l'époque de 500 francs, maintenant à 1500 euros. Donc s'il faut reconstruire actuellement un bâtiment neuf, qui à l'époque avait été tarifé à 500 francs, donc je remonte à loin, si maintenant le même bâtiment fait 1500 euros, pour l'assureur, la donne n'est pas la même. Donc ces communes, ces responsables communaux qui ont entendu, mais il y a une loi, faut pas rentrer là, si je réponds à un membre d'appel d'offres, je vais avoir des soucis. Donc certaines communes, certains maires se sont lancés dans des procédures d'appel d'offres pour répondre. Ils se sont fait avoir. Pour répondre notamment à la loi. Et les assureurs, à ce moment-là, on peut le dire ainsi, ont profité pour réviser leur contrat en fonction des nouvelles valeurs assurées. Je serais tenté de dire tous pigeons alors. Alors, mais je vous réponds dans l'autre sens pour vous dire que certains maires par contre ont su entendre la voix des conseils qui sont arrivés au niveau de leurs oreilles. On leur a dit mais écoutez, vous n'avez pas besoin forcément d'aller faire d'appel d'offres, et ces contrats d'assurance, ces assureurs-là n'ont jamais embêté les communes pour leur dire écoutez, il faut résilier qu'on puisse gagner plus de fric. Les contrats demeurent. Donc il y a beaucoup de communes qui n'ont pas fait d'appel d'offres, qui sont assurées, qui sont indemnisées, qui sont remboursées depuis tantôt, et celles qui ont voulu respecter cette directive européenne avec les appels d'offres ont vu leur contrat malheureusement révisé. Donc il y a des communes qui, de 50 000 euros par exemple, qu'elles payaient pour couvrir un patrimoine, se sont retrouvées à 150 000 euros. Mais aussi parce que les nouvelles conditions d'assurance ont changé du point de vue des valeurs assurées. Oui, et pour moi, c'est garanti. Alors, il y a des fois où je me suis rendu compte, en allant vers certains clients qui nous sollicitaient parce qu'ils étaient mécontents des nouvelles conditions. Il y a des fois où il y a des bâtiments qui étaient assurés pas loin de la mer qu'on a retirés, mais le tarif ne baissait pas forcément. Il y a eu des bizarreries. Mais bon. Alors, bizarreries, on va appeler ça comme ça pour être gentil. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Allez-y. Je veux savoir pourquoi les assurances augmentent chaque année et quelles sont les garanties qu'on a une assurance de tout à l'heure. Et des fois qu'on a un sinistre, le remboursement est très faible. J'ai pas bien compris une partie de la question, madame. Je vous ai demandé pourquoi l'assurance augmente chaque année. Et quand on a un sinistre, les assurances remboursent très faible. Et quand on est assuré tout à neuf, qu'est-ce que cela veut dire? Très bien, j'ai compris. Alors, s'il s'agit de l'assurance... Merci, madame. J'imagine qu'on puisse parler de l'assurance habitation, puisque l'assurance automobile, c'est habitation. C'est habitation. Alors, l'assurance habitation, elle a tendance à augmenter chaque année pour la raison suivante. C'est parce que, anciennement, quand quelqu'un voulait s'assurer, la personne devait déclarer la valeur de construction de la maison. Donc, vous déclariez à l'époque, par exemple, 100 000 euros, et pendant 10 ans, vous n'aviez pas donc le réflexe de pouvoir dire que ma maison maintenant que j'ai construite il y a 10 ans à 100 000 euros, elle vaut maintenant 120 000 ou 150 000. Donc il s'est passé par un temps où quand il y avait donc des sinistres sur des bases passées non revalorisées, valablement les assurés se trouvaient donc pénalisés quelque part parce que les valeurs n'avaient pas été actualisées. Donc vous payez toujours par le passé le même montant de primes,
mais pour des valeurs qui n'avaient rien à voir avec la valeur à neuf, comme vous en parlez tout à l'heure, de la reconstruction. Donc les assureurs ont mis en place un système qui revalorise chaque année les garanties du contrat, avec une conséquence sur la prime d'assurance qui, d'année en année, peut bouger de 10 euros, de 15 euros, de 5 euros. Mais c'est aussi parce qu'à l'intérieur des contrats, les garanties évoluent de manière automatique pour préserver les intérêts notamment des assurés et qu'il n'y a pas un jour ce qu'on appelle le découvert d'assurance, c'est-à-dire qu'à l'époque j'ai déclaré 100 000 euros, maintenant la maison vaut en construction 150 000, eh bien, vous seriez par le passé remboursé sur 100 000. D'où cette formule d'assurance qu'on appelle... C'est systématique. C'est systématique. Donc les primes augmentent, mais les garanties augmentent dans le même temps. D'accord. Oui, Alex Bandou, ça va, pour vous ça va. Au niveau, oui, nous avons un autre appel, donc beaucoup d'appels pour cette émission puisque ça a été une grosse demande, je le rappelle, de la part de la population. Nous essayons de récupérer quelques appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, je voudrais demander renseignement. Je voudrais savoir, bon, j'ai eu en fait j'ai eu une fissure et de l'eau qui est entrée dans mes chambres. Et comme j'avais un matelas au sol, en fait, boîte avec des vêtements, tout ça s'est mouillé, j'ai perdu un matelas. Mais l'assurance me dit que je n'ai pas remboursé ça. Je n'ai pas droit. Alors pourquoi? Parce que le matelas était au sol? Oui, le matelas était au sol. Oui. Et on me dit que j'ai pas droit à faire. J'ai pas droit quoi. Alors que je paye une assurance. Cyclone, enfin, il y a tout dedans quoi. Et je le paie cher en plus. Et j'entends dire que je ne pouvais pas payer une assurance alors que si j'ai un droit de secours, je peux demander à me rembourser un matelas. Et maintenant, je fais combien d'argent et on m'a dit que je n'ai pas droit. Ouais. Alors voilà, merci madame. Et c'est ça qu'il faut éclaircir, parce qu'il y a le fonds de secours dont on a droit. Il y a les gens qui diront, et j'avais précédé d'ailleurs ces questions-là, qui vont vous dire oui, mais le fonds de secours, on y a droit. Pourquoi est-ce qu'on irait assurer, payer de l'argent tous les mois ou chaque année ou semestriellement ou trimestriellement, alors qu'on a droit à ce fonds de secours? Donc pourquoi payer une assurance? Alors il faut bien éclaircir cette notion-là. La dame dit mon matelas, est-ce qu'elle peut demander une aide pour lui rembourser son matelas? Alors, cette dame, semble-t-il, elle est assurée. Oui. Elle a un contrat d'assurance. Elle a une fissure. Elle a une fissure, et par cette fissure, des infiltrations certainement d'eau, d'eau pluviale, transportée par Maria, et elle perd le matelas qui est au sol. À mon avis, ce n'est pas le matelas qui est au sol qui a empêché le remboursement, c'est que dans le contrat d'assurance, notamment avec la garantie tempête ou dans cyclone, il y a ce qu'on appelle une franchise. La franchise, c'est la somme qui reste à la charge de l'assuré. C'est 380 avant l'intervention de l'État. Donc, entre 0 et 380 euros, donc la franchise catastrophe naturelle, qui n'est pas la même que la franchise cyclone, qui peut être éventuellement plus importante. Donc, pour ceux que les assureurs appellent les petits sinistres, ils n'interviennent pas parce que les frais de gestion de ces sinistres-là pourraient donc dépasser largement la chose endommagée. Mais il y a des matelas qui coûtent plus que 300. Voilà, donc si elle a par exemple un matelas, elle avait un matelas qui lui a coûté 500 ou 900 000 euros, ce qui arrive pour des matelas de gamme moyenne ou de très bonne facture. Donc je pense qu'on a dû lui dire, que son assureur a dû lui dire que comme le montant de la franchise qui est en catastrophe de 380 euros, et si elle a sollicité un remboursement de 200 euros, 250 euros pour son matelas, qu'elle ne sera pas remboursée, c'est dû au mécanisme de la franchise et pas qu'on ne voulait pas notamment le rembourser. Alors justement, est-ce que nous avons d'autres appels, mais est-ce que dans ces cas-là, les assurances ne poussent pas les assurés à être un peu
fraudeurs ou tricheurs. Parce que quand vous dites oui, mais j'ai une franchise, c'est jusqu'à 380 €. Vous emmenez une facture, vous avez un ami qui peut vous donner une facture de 1000 €, je sais pas moi, 600 €. Mais est-ce que ça ne vous pousse pas à aller justement à tricher pour être remboursé? On ira franco. Si vous permettez, moi j'entends tout ça. Ça c'est dans le cadre normal de la vie courante. Mais moi j'ai entendu M. Macron dire à Saint-Martin que la situation exceptionnelle, il y allait avoir des mesures exceptionnelles et qu'on allait bouleverser les procédures. Donc pour vous, on pourrait rembourser le matelas à cette dame? Pour moi, à travers les propos de M. Macron, c'est ce que j'ai entendu. On allait bouleverser les procédures. Dès lors qu'on bouleverse les procédures, on sort des cadres. Et là, on a j'entends bien les réponses de M. Panol, mais ça là, ce sont des réponses qui sont cadrées dans un processus normal. Le temps de donner à Olivier Servat de réfléchir un petit peu sur la question. Nous récupérons un appel de téléspectateurs. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir les invités qui sont sur le plateau. Bonsoir. Je constate bien que ce sont que des dames qui passent ce soir. Mais je ne peux pas rester inaperçu puisque monsieur, bon, je vous l'ai dit, moi, c'est la première fois que je passe un cyclone à la maison, puisque toutes les cyclones de 63 à 1989, c'était sous mes bateaux. Bon. Mais monsieur Panol en a bien expliqué en disant que si vous êtes assuré, l'assureur prend en charge. Si vous n'êtes pas assuré, il y a un fonds de solidarité. Donc, à ce que, monsieur Dr Falémé a bien demandé, est-ce que le fonds est débloqué? Il a répondu oui. Mais il ne faut pas s'attendre si le fonds est débloqué, qu'on va vous payer demain. Il faut bien attendre. Alors, moi, je constate que c'est très clair, et ce n'est pas seulement Terre de haut et Terre de bas, que catastrophe naturelle, c'est tout en Guadeloupe. Puisque moi, j'ai été sur la côte sous le plan, que ce soit pas TOT ou pas au n'importe, et bien, vraiment, il y avait des vagues de 8 à 9 mètres. Et il y a du travail. Alors, encore une fois, je ne fais pas plus long, puisque j'ai bien écouté, et en plus, vous êtes en face d'un élu, qui, quand même, je dis, comment on dit, quand c'est Macron marche. Alors, je crois qu'il écoute bien, et s'il ne répond pas, c'est que quand même, je sais très bien que les choses mettront un petit peu de temps, puisque bon, ça fait combien de jours, le cyclone est passé. Mais rassurons-nous que si vous êtes assuré, l'assurance tient en compte, et si vous n'êtes pas assuré, eh bien, il y a un fonds de solidarité qui arrivera peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, mais donc ça sera fait. Je vous dis bonsoir. Bonsoir et merci. Et du courage. Merci. Donc, je veux entendre Olivier Servat, ensuite Alex Falémé sur justement l'intervention d'Alex Bandou qui disait que bon, de toute façon, à situation exceptionnelle, on va dire aide exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Non, mais M. Bandou, Alex, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause des contrats. Non, mais c'est pas une question de République. Hein. On ne peut pas remettre en cause un contrat qui existe entre 2 parties pour dire qu'on va bousculer ces procédures qui existent. Non. Le président Macron parlait par exemple de bousculer les procédures pour accélérer l'arrêté de catastrophe naturelle qui en général prend plusieurs semaines. Je pense le contrôle de l'assureur. Là, ça a pris quelques jours. Bon, voilà, ça a été... Mais il est mal fait. Je crois l'avoir déjà dit, nous sommes d'accord dessus, hein, on ne va pas revenir sur les choses. On l'a dit, on l'a redit, il n'y a pas de souci sur cela. C'est bien de reconnaître. Bien sûr, mais nous sommes objectifs. Hein. Si l'État français travaille correctement pour l'outre-mer, on le dira. Si ce n'est pas le cas, on le dira aussi. Rassurez-vous, Guillaume. Donc, voilà. Alex Falémé. Oui, je voudrais dire un peu, pour rebondir un peu sur l'intervention qui a du téléspectateur de tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas croire que les choses vont se faire tout de suite et rapidement.
Le président Mitterrand l'avait également dit à la Désirade, je me souviens, après le cyclone Hugo, qu'il fallait bousculer les procédures, qu'il fallait aller vite. Effectivement, mais vous savez, vous avez des assureurs, vous avez des gens quand même qui doivent respecter un certain nombre de choses. Et d'autre part, je voudrais simplement dire qu'effectivement, et on revient à ce qu'on dit, maintenant nous sommes à la période bientôt de reconstruction. Et nous n'en avons pas parlé, parce qu'il ne s'agit pas simplement de rembourser si X, Y ou Z. Alex est là, la reconstruction, c'est effectivement les édifices publics qu'il faut refaire, les municipalités qui n'étaient pas assurées maintenant qui auront des gros problèmes, c'est la population qui attend quand même. Bon, et le fonds de secours est ce qu'il est, hein. Le fonds de secours, même s'il est débloqué, mais il ne faut pas croire que demain on aura le chèque, hein. C'est pas ça du tout. Donc je crois qu'il faut que nous parlions, enfin on n'aura peut-être pas le temps ce soir, mais peut-être une autre fois, parler de reconstruction. Il faut reconstruire l'agriculture. Quand vous allez maintenant, vous ne trouvez pas une tomate. Maintenant, vous ne trouvez pas de citron. J'en discutais tout à l'heure avec toi, tu me dis, bon, tu as quelques points parce que toi, tu plantes de la canne, c'est différent, mais la banane, il n'y en a plus. Alors donc, justement, nous parlerons ultérieurement de reconstruction, oui, mais avant de parler de reconstruction, nous avons affaire à des sinistrés, oui, des gens qui sont en demande, et j'aimerais savoir, est-ce que les banques se sont organisées ou est-ce qu'elles continuent à pressuriser les clients. Alors, notre ami Guillaume, n'est-ce pas, Elle continue, elle a dit. Elle continue à pressuriser, effectivement. C'est déjà leur habitude. Quoi. Parce que les banques, effectivement, continuent. Moi, je ne suis pas un banquier de spécialité. Le collègue, la personne qui a intervenu tout à l'heure, parlait de docteur Falémé. Je ne suis pas docteur en banque. Oui, mais vous êtes président. Oui, je suis président de la banque, de la caisse d'épargne. Effectivement, mais il faut savoir une chose importante, et pour ne pas me tromper, on m'a envoyé ce matin ces documents. À compter du 19 septembre 2017, les échéances de tous les crédits de la clientèle particulière ont été reportées pour une durée de 6 mois. Pour une durée de 6 mois. Les échéances de tous les crédits de la clientèle particulière, immobilier, consommation, on va l'appliquer également pour ici, ont été reportés pour une durée de 6 mois à taux 0% sans frais et sans aucune tarification. Tous les clients ou des clients particuliers? À compter Saint-Martin, Saint-Barth, et ça va être, il n'y avait pas Maria encore, quand ça a été décidé, on n'avait pas Maria, on a eu, comment il s'appelle, Thomas, on a eu José. Vous dites bien, Alex Falémé, que oui, tous les clients de la caisse d'épargne, tous les clients de la clientèle particulière, immobilier, consommation. Donc, les crédits seront reportés, donc... ont été reportés de 6 mois. Un glissement de crédit. D'accord. Donc, ça repartira dans 6 mois. En cas de perte ou de vol des instruments de paiement, vous avez perdu votre carte, oui, l'opposition et le renouvellement ont été pris en charge par la caisse d'épargne. La démarche est également réalisée sous les crédits de nos clients professionnels et entreprises qui pourront par ailleurs bénéficier d'une facilité de caisse d'un montant équivalent à 1 mois. Ensuite, vous savez, je vous ai posé la question, je t'ai posé la question tout à l'heure, si tu permets que je bien sûr, bien sûr. Nous avons ici la société de l'assurance Allianz qui appartient à la caisse d'épargne, n'est-ce pas? Et nous allons là aussi apporter des éléments positifs. Et vous avez vu peut-être la publicité qui est apparue sur le journal Senti. C'est le seul que nous avons actuellement, enfin sur le plan quotidien. Donc Allianz va faire aussi des efforts de ce côté-là. Donc je crois que quelque part, il faut que vous sachiez également que, et là je vais arrêter ces propos, nous sommes entrés dans une période difficile. Nous venons d'avoir la BDAF, la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de la Réunion. Nous avons 19 salariés Saint-Barth et Saint-Martin, 2 agences sur Saint-Martin, dont une complètement détruite, une agence à Saint-Barth. Les clients sont encore peut-être dans une période plus difficile que à Saint-Martin. À Saint-Martin, pas à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, ils n'ont pas besoin de banque quand je dis. Ils n'ont pas besoin de l'État. Pas beaucoup. Mais ils n'ont pas besoin de l'État, donc c'est pas de la banque dont ils ont besoin. Mais je veux dire quelque part qu'il faut que vous sachiez une chose importante. Il faut que nous sachions relativiser les choses. Il faut que nous sachions que nous sortons d'une période difficile. Et je l'ai dit au début de mes propos, et ça va être le moment fort
de mon intervention, je pense, Saint-Martin, Saint-Barth, Terre de Haut, Vieux-Fort, Bouillon, toute la Guadeloupe, Dominique, nous devons aider aussi nos compatriotes de la Dominique. Où sommes-nous? Catastrophe vraiment multinationale, on n'a jamais connu. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Avant de conclure avec vous, messieurs, puisque nous ferons un rapide tour de table et je soumets déjà la question. Alors, l'assurance des catastrophes naturelles, pigeons ou pas? Est-ce que nous sommes des pigeons? Et ça sera à vous de répondre d'ici quelques instants. Et concernant cette émission, que les choses soient dites, ben, ça a été la première. Nous aurons bien d'autres sujets à mettre sur ce plateau. Nous nous retrouverons donc dans 15 jours et avec un thème fort intéressant et surtout restez suivez comme un feuilleton cette émission. Nous avons créé pour l'occasion une adresse mail pour faire des remarques, pour mettre en avant les problématiques qui vous intéressent par ailleurs au niveau de cette même adresse qui peut être utilisée si vous voulez participer à cette émission. Vous précisez nom, prénom, numéro de téléphone et aussi votre profession. Alors cette adresse à retenir, que les choses soient dites @outlook.fr, que les choses soient dites @outlook.fr et puis bien sûr vous pourrez utiliser le Facebook de Canal 10 pour le faire, mais cette adresse est importante si vous voulez participer à cette émission, si vous voulez aussi faire des remarques, si vous voulez que des thèmes soient mis en plateau, si vous voulez revoir des invités, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, les choses ont été dites ce soir, je l'espère. Et pour conclure avec vous, messieurs, et je débuterai avec monsieur Saltel, alors, l'assurance des catastrophes naturelles, pigeon ou pas? Moi, je pense qu'on n'est jamais pigeon si on ne veut pas se laisser pigeonner. Et je crois que dans cette situation-là, il est important de ne pas se laisser pigeonner, de ne pas se laisser recouvrir par les discours lénifiants, disant que tout va s'arranger, que tout s'est bien passé, que l'État a fait ce qu'il fallait. On est dans une situation qui est une situation encore difficile. Je crois qu'il faut que les gens s'en rendent compte. Et on serait de vrais pigeons si on ne touchait pas du doigt le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la peine, beaucoup de gens qui sont dans le besoin, et que l'État, qui devrait être un État protecteur, n'a pas joué son rôle. Et surtout, on sera des pigeons si on ne prend pas en compte le fait que ça va se reproduire. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on le sait, ce sont les premiers réfugiés climatiques qu'on a vus, ce sont les dérèglements climatiques, tant qu'on ne changera pas de politique écologique, on aura de plus en plus de risques au niveau planétaire de cette façon-là. Et on sera vraiment des pigeons si on n'agit pas les uns et les autres pour faire en sorte qu'on prenne un cours nouveau, qu'on prenne une autre direction. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse, il ne faut pas qu'on écoute les autorités et qu'on prenne tout pour argent comptant. Je vais prendre un exemple précis. Quand le recteur dit, ou quand le ministre de l'Éducation dit l'école a repris, mais c'est quelques classes qui ont ouvert à Saint-Martin, par exemple, et avec un tout petit nombre d'élèves, et avec des gens qui sont encore traumatisés. Donc ne soyons pas des pigeons, ne prenons pas pour argent comptant, parce qu'on n'est pas tous des assureurs, ne prenons pas pour argent comptant tout ce qu'on veut bien nous dire et nous faire croire. Il faut être résistant, il faut à un moment donné interroger, faire un petit peu ce qu'on fait dans cette émission-là, aller derrière les choses, et en tout cas, essayer de faire en sorte de résister et de ne pas se laisser entraîner vers là où on ne veut pas aller. D'accord. Alex Bandou. Alors, je ne l'ai pas dit avant, je le dis maintenant, je suis moi-même administrateur d'une assurance. Ah, ben voilà. Vous avez bien caché votre jeu, Alex Bandou. Hein. Oui, non, mais je pense qu'il faut être quand même pragmatique. Hein. C'est face au sinistre qu'on voit effectivement l'intérêt d'être assuré. Simplement, il faut quand même, ça c'est, je parle de manière globale, mais l'individu que je suis, c'est vrai que de temps en temps on peut se sentir pigeon parce que, effectivement, à travers quelques lignes au niveau des assurances, on peut se sentir floué. Oui, on peut parfois se sentir pigeon. D'accord. Alex Falimi. Oui, moi je voulais très simplement dire que pigeon ou pas pigeon, bon, toujours pigeonné par quelqu'un, par l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Mais pour rebondir un peu sur ce que disait Guillaume, c'est que je crois que quelque part le problème de réchauffement climatique est quelque chose de fondamental dans la planète. Mais je veux simplement et peut-être sourire un peu. La France, combien d'habitants? 62 millions d'habitants.
67 millions, monsieur le député. 67 millions. Vous avez parlé de réchauffement climatique à la Chine. 1 milliard 300 millions. En Inde, au président des États-Unis, M. Trump, qui nous dit moi, je n'ai rien à faire au problème de réchauffement climatique. Donc, quelque part, soyons quand même assez courtois, assez sérieux dans notre démarche et essayons de mener une politique un peu plus large sur le plan mondial, mais ce n'est pas encore évident, en sachant très bien que sur le plan européen, ça pose déjà quelques problèmes. Voilà. Merci. Thierry Panot. Alors, ce que je voudrais... Je pose la question à la mauvaise personne. Non, pas du tout. Je voudrais juste passer le message à la population guadeloupéenne, de lui dire que si elle veut demain bénéficier du système des catastrophes naturelles, il faut évidemment qu'elle puisse s'assurer en plus grand nombre et valablement, ça va inciter les gouvernements successifs à débloquer ce fonds, à l'activer, puisque débloquer le fonds pour très peu de personnes, évidemment, ça n'a pas toujours notamment du poids. Donc plus il y aura de cotisants, plus il y aura d'assurés, plus il y aura de l'argent dans les caisses, et plus valablement les caisses pourront profiter à cette population. Mais de manière pragmatique, hein, puisque comme le disaient Guillaume et les autres, quand la commission se réunit, il a fallu déjà débloquer 1 milliard 400 000 euros pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Dans la foulée, il faut le faire pour la Guadeloupe. Les gens qui sont à Paris, vous les connaissez mieux que moi, choses se font de manière très froide. Il faut débloquer combien est-ce qu'ils ont cotisé. La cotisation, elle est à peine notamment sur l'année 2017, 2 millions d'euros. 1 million d'euros de cotisation à l'échelle du commerce pour 1,4 milliard de dégâts à prendre sur ces Barthélemy. Après, ça peut ne pas inciter certains à faire plus. Donc, il faut aussi que nous, qu'on ne soit plus des pigeons, qu'on sache aller vers une autre culture, celle de pouvoir assurer nos biens, et que sans attendre les aléas de fonds de secours qui peut être ou non activés, qu'on puisse se dire j'ai payé une prime d'assurance, j'exige de l'assureur de me rembourser, d'autant qu'avec le régime des CatNat, les assureurs ont un délai donné d'indemnisation qui ne doit pas dépasser 3 mois à compter de la date de publication de l'arrêté. D'accord. Alors, pigeon ou pas? Assuré. Voilà. Olivier Servat. Oui. Cette émission, félicitations à Madame Boissé, parce qu'elle était très utile, je crois, pour éclairer un certain nombre de problématiques. Plusieurs réflexions que ça m'a inspiré, moi, en tant que législateur. La première, c'est qu'il y a 50% des personnes en Guadeloupe qui sont assurées. Et en même temps, on comprend aujourd'hui qu'il y a des risques qui sont non assurables. Donc je me dis qu'il se pourrait que les assurances, c'est normal, ce sont des entreprises privées, assurent des risques qu'elles mesurent, et que les risques exorbitants qui leur feraient perdre de l'argent, elles décident de ne pas les assurer. Donc la première mission que je me fixe, à la lumière de nos échanges, c'est qu'il faudra, pourquoi pas par le biais des assises des Outre-mer, qu'on puisse envisager, réfléchir avec le gouvernement, l'État, pour assurer tous les risques que nous subissons sur nos territoires. Ça me fait penser un petit peu au domaine bancaire où parfois certaines banques à l'époque refusaient d'ouvrir un compte bancaire pour une personne et l'État a créé le médiateur du crédit pour obliger une banque quelconque à ouvrir un compte pour toute personne. Donc réfléchissons au principe. Ce serait trop facile de nous dire oui, mais dans les îles vous n'êtes pas assurés et en même temps on refuse de nous assurer un certain nombre de risques importants. Je pense à l'agriculture, je pense à d'autres éléments. Donc je vais avec les autres députés travailler sur ce domaine-là, pourquoi pas dans le cadre des assises, pour dire nous demandons à ce que l'ensemble des risques que nous subissons et que nous subirons régulièrement outre-mer soit assurable et assuré. Voilà la première démarche qui m'inspire. Je voudrais dire aussi que je remarque
on l'a dit tous, mais je voudrais insister dessus, l'extraordinaire élan de solidarité naturelle qui s'est mis en place. Moi, j'ai vu une volonté, que ce soit des élus locaux, que ce soit de la société civile, des habitants. J'ai vu des personnes accueillir chez elles, et toujours, des inconnus. Et ça, c'est quand même extraordinaire, il faut le signaler. Et l'État ne fera jamais tout. Et la population guadeloupéenne, les Guadeloupéens, le docteur Falémé, mais d'autres aussi l'ont dit ici, ont su se prendre en charge. Et pour répondre malgré tout à la question posée, oui. Personnellement, à chaque fois que j'ai eu un sinistre, je me suis toujours dit que l'assurance ne m'a jamais indemnisé au montant que j'espérais. Voilà. Oui, donc pigeon. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. De toute façon, je ferai appel à vous pour d'autres émissions et on fera tourner donc avec des invités qui ont un franc-parler. En tout cas, vous avez cette adresse mail que les choses soient dites @outlook.fr. Je sais que cette émission mérite encore de remettre une couche à travers des questions parce qu'on en a eu beaucoup. Je sais qu'il y avait aussi beaucoup d'appels, mais utilisez cette adresse. Si vous avez des questions encore à l'endroit des assureurs, si vous voulez avoir des renseignements, écrivez, mettez votre nom, votre numéro de téléphone, l'objet et puis votre question et je transmettrai donc à M. Panol pour qu'il puisse répondre à ces questions. En tout cas, messieurs, merci, mais vraiment merci d'être venus pour cette première émission et j'espère que vous avez bien su répondre à cette question et vous à la maison, je pense que vous avez vous aussi répondu et nous ferons un petit sondage pour savoir quelle a été la réponse. En tout cas, merci, excellente soirée à tous. Merci.